Bienvenue à tous. Donc, première masterclass de l'année avec Sylvie de l'INPI Délégation Grand Est et Fabrice Fauroux de l'AFNOR du siège à Paris. Oui, mais avec une délégation aussi en Grand Est. Délégation aussi dans le Grand Est, voilà, qui sont les interlocuteurs sur le programme French Tech Central. Voilà, donc bonne masterclass. N'hésitez pas à poser vos questions dans Zoom, sur le live Facebook, sur LinkedIn aussi, et puis dans la salle également, si vous avez des questions. C'est à vous. Merci Victoria, bonjour à toutes et à tous. Donc merci à la capitale French Tech East de cette invitation. Au programme, on vous a préparé quelques éléments avec Sylvie sous l'angle comment booster votre développement, comment faire de l'API et de la normalisation volontaire des leviers d'accès au marché. Donc on a une petite heure et demie pour faire ça. On va essayer d'être rapide dans les éléments de présentation pour vous laisser la main ensuite si vous avez des questions. Alors, on va commencer par essayer de se dire qui est l'AFNOR, en tout cas qu'est-ce qui se cache derrière l'AFNOR et qu'est-ce qui se cache derrière l'INPI. Priorité à l'INPI. Je laisse la parole à Sylvie. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Sylvie Caligara, je suis chargée d'affaires à l'INPI Grand Est. Donc l'INPI est effectivement un partenaire de l'innovation et qui permet de valoriser vos créations. En quelques mots, l'INPI a une mission régalienne d'enregistrer et de délivrer les titres de propriété industrielle que sont les brevets, les marques, les dessins et modèles et les indications géographiques. Ça, c'est notre métier, on va dire, de base. Mais on a une mission surtout très importante, notamment dans les délégations régionales, d'information de tout public, notamment des porteurs de projets et des entreprises, petites et grandes, pour les informer sur les procédures de dépôt et les accompagner pour la mise en place de stratégies de propriété intellectuelle. Donc c'est une mission, on a une mission d'accompagnement et d'accueil des entreprises notamment et des déposants plus généralement. Une mission aussi qui concerne un petit peu moins les délégations régionales, c'est la mission de l'INPI d'adaptation du droit et du droit de la propriété intellectuelle et de renforcer aussi à l'international l'influence de la France. Autre mission, c'est la sensibilisation et la formation de publics essentiellement au niveau des universités, des deuxième et troisième cycles et d'organiser des sensibilisations pour les entreprises et les porteurs de projets. Donc on est un organisme de formation certifié. Et autre mission, on contribue également, bien entendu, à la lutte contre la contrefaçon. Merci Sylvie. Donc beaucoup de choses qui se cachent derrière l'INPI. Concernant l'AFNOR, l'AFNOR, on est une association, un mot que vous m'entendrez certainement prononcer assez souvent, c'est le terme de confiance. Donc on se définit comme l'acteur de la confiance sur les marchés. Qu'est-ce que veut dire cette belle phrase? Ça veut simplement dire que sur tout segment de marché, sur tout secteur, filière, pour qu'une activité économique se déploie, c'est une constante, il faut que de la confiance existe et se crée entre les différents maillons de la chaîne. Et les acteurs économiques ont pris l'habitude depuis des lustres de formaliser des cadres communs, des repères, dans ce qu'on appelle des normes volontaires. Donc premier signe, ne surtout pas confondre avec la réglementation, je vous remettrai une couche après. Donc l'AFNOR est l'organisme en France, il y en a un par pays, qui accompagne les entreprises, les acteurs économiques à définir ces repères, et on les accompagne au niveau français, au niveau européen et au niveau international. Une fois que ces repères existent, c'est un élément de la confiance, c'est-à-dire qu'on peut s'y référer. Il existe certains secteurs ou certains sujets qui nécessitent une preuve de confiance un petit peu renforcée. Je prends un exemple pour illustrer. Vous travaillez dans le secteur nucléaire, vous attestez la main sur le cœur que vous êtes bien conforme à toutes les normes sur la sécurité nucléaire pour rentrer dans un bâtiment. Il est fort probable qu'on vous demande une force de preuve un petit peu supérieure que
qu'en fait votre bonne foi. Donc ça, c'est quand les marchés existent, cette preuve de confiance affirmée, c'est la place pour les opérateurs de certification. Donc quelqu'un de neutre, un tiers de confiance, qui va venir attester que l'entreprise lambda est bien conforme à ce qui est écrit dans le document bêta, qui peut être une norme. Donc AFNOR est aussi un opérateur de certification. Là où on est le seul à être l'organisme de normalisation, on est un parmi plusieurs opérateurs de certification. Vous connaissez certainement Bureau Veritas, SGS, la BAP, voilà. Donc on peut dire en résumé qu'on est en amont et en aval de la confiance. En amont parce qu'on participe et on est l'acteur par qui il faut passer pour définir ses repères. Et en aval parce que s'il y a besoin d'aller jusqu'à une preuve de confiance, on exerce aussi le métier d'opérateur de certification. Entre les deux, pour la petite histoire, on est aussi un organisme de formation et on déploie des solutions numériques pour accéder à la norme ou de la réglementation. Voilà. Alors, on sait à peu près qu'est-ce qui se cache derrière l'AFNOR, qu'est-ce qui se cache derrière l'INPI. Maintenant, on va rentrer un peu plus en détail sur l'INPI sous le thème de ce masterclass, en quoi l'API peut être un levier, doit faire partie de votre stratégie de développement. Donc, comme tout à l'heure, priorité à l'INPI. À toi, Sylvie. Donc, je vais commencer par vous présenter globalement les différents droits de la propriété intellectuelle. Tout d'abord, sous l'angle de la propriété littéraire et artistique, c'est ce qui permet en fait de protéger les créations qui relèvent du droit d'auteur, des droits voisins et des droits sur les bases de données. Donc, le droit d'auteur, ça va concerner également les startups, les entreprises. Bien souvent, on imagine que le droit d'auteur, ça concerne les artistes, les musiciens, les romanciers, mais il y a également beaucoup de droits qui concernent les entreprises et notamment les logiciels, qui sont par exemple protégés par le droit d'auteur. Alors sur cette partie propriété littéraire et artistique, ce qu'il faut savoir, c'est que les droits naissent de la création sans formalité de dépôt. C'est-à-dire qu'ils sont acquis à partir du moment où la création existe. Ce que j'aurais peut-être dû aussi commencer par dire qu'est-ce qu'on peut protéger par la propriété intellectuelle. On ne peut pas protéger une idée ou un concept. Une idée ou un concept, ça ne se protège pas, c'est quelque chose. On ne peut protéger une création qu'une fois qu'elle est formalisée, qu'elle se formalise, soit par une solution technique, soit par un écrit. Pour un logiciel, ça va être l'écriture. C'est pas l'idée qui peut être protégée et appropriée. Donc, le droit d'auteur permet donc de protéger toute création intellectuelle et artistique. Alors, j'ai parlé du logiciel, mais on peut parler aussi de documentation technique, de documents commerciaux, et c'est très très utile. Et aussi, il y a un droit un peu spécifique sur les bases de données, parce que ça, c'est aussi une richesse, et c'est par ce biais-là qu'on peut obtenir une protection. Donc, droit sans formalisme, mais néanmoins, la règle du jeu en matière de droit d'auteur, c'est qu'il faut pouvoir, en cas de litige, prouver la date de création. D'un côté, on vous dit, la loi dit, il n'est pas nécessaire d'avoir de dépôt pour bénéficier d'une protection, mais dans les faits, effectivement, si effectivement deux entreprises ou deux personnes revendiquent la même création, il va falloir qu'on puisse prouver qui a l'antériorité. Donc, en réalité, il y a quand même des démarches à faire, notamment des démarches de datation par l'enveloppe solo que certains d'entre vous connaissent peut-être, ou par des associations de droit d'auteur. Donc voilà en gros ce que recouvre la propriété intellectuelle, la propriété littéraire et artistique. Ensuite, le deuxième volet de la propriété intellectuelle, c'est la propriété industrielle, dont l'INPI a la charge. Ce sont donc les brevets, les marques, les dessins et modèles et les indications géographiques, mais je ne vais pas développer cette partie-là aujourd'hui. Alors, le brevet, qu'est-ce que c'est? C'est le titre, c'est un titre de propriété qui va permettre de protéger des innovations techniques. En l'occurrence, on dit
produit une solution technique à un problème technique. Ça peut être un dispositif technique nouveau ou un nouveau process. Effectivement, pour les droits de propriété industrielle, il est nécessaire de faire un dépôt pour bénéficier d'une protection. Et comme quand je vous ai présenté l'INPI tout à l'heure, je vous ai dit que c'est l'INPI donc qui va enregistrer, en tout cas au niveau national, les titres de propriété industrielle et donc les brevets. Alors au niveau des brevets, c'est un outil, il y a plusieurs niveaux dans le brevet, dans ce qu'on appelle brevet en général. On peut déposer ce qu'on appelle une demande provisoire de brevet, qui nécessite peu de formalisme, mais qui va pouvoir permettre de dater une invention. On a ce qu'on appelle un autre titre qui s'appelle le certificat d'utilité, qui est un titre qui permet de protéger pendant une durée de 10 ans une invention et pour lequel on n'a pas d'avis de nouveauté et d'avis sur l'activité inventive, mais qui est un titre qui peut être intéressant. Et on a un autre outil qui est effectivement le brevet, qui lui va permettre d'obtenir une protection pendant 20 ans et pour lequel on va avoir un avis sur la validité de l'invention. Durée maximum du brevet, c'est 20 ans de protection. Il n'est pas possible, bien sûr, de renouveler ces 20 ans maximum de protection. En contrepartie du dépôt d'un brevet, il faudra que l'inventeur, le déposant de la demande de brevet, décrive son invention et cette invention sera publiée. Donc il y a une publication en contrepartie du droit qui est obtenu, qui est un droit exclusif d'exploitation sur un territoire. En contrepartie, il y aura une publication de l'invention. Deuxième titre, c'est le dessin et modèle, qui lui ne permet pas de protéger une invention, une solution technique, mais qui va permettre de protéger l'esthétique, l'aspect extérieur d'un produit. On verra après par un exemple, effectivement, qu'il peut y avoir un cumul de protection. On n'est plus sur la technique, on est sur l'esthétique, ça peut intéresser un certain nombre quand même d'opérateurs. Et le troisième titre, c'est la marque. Bon, la marque, c'est plus un droit sur une création, mais néanmoins, la marque est effectivement un instrument très utile pour valoriser une innovation et qui peut prendre effectivement de la valeur. La marque, c'est le signe qui vous identifie, qui identifie un produit et service, qui permet effectivement de rallier les clients autour d'un produit et qui a une valeur en soi très, très importante. Donc voilà pour la propriété industrielle. Et puis le troisième volet, c'est le savoir-faire. Alors le savoir-faire, c'est un ensemble en fait de savoir, comme son nom l'indique, qui n'est pas divulgué et qui appartient à l'entreprise. Et ce savoir-faire, il peut avoir plusieurs natures. Il peut être bien entendu technique, hein, ça peut être un process. Ça peut être aussi, le savoir-faire, il peut être commercial, il peut être promotionnel, il peut être publicitaire, administratif, financier. Il peut être, comment dire, il peut revêtir des formes tout à fait différentes et il sera protégé, lui, par le secret et ça peut être aussi un élément très très important dans l'entreprise. Un fichier client, par exemple, ou un fichier de fournisseur, le sourcing pour la fabrication de produits, très important de pouvoir effectivement, ce sont des richesses qui appartiennent à l'entreprise et il faut pouvoir les protéger. Et la protection pour le savoir-faire, c'est le secret. Donc pour le secret, là non plus pas de dépôt. Ça paraît simple comme ça a priori, on garde secret son savoir-faire, ça ne coûte rien, il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de dépôt, mais néanmoins, ça peut être quelque chose d'un peu compliqué à mettre en œuvre dans une entreprise, et notamment dans une petite entreprise, parce qu'il y a du mouvement, parce qu'il y
y a des stagiaires, il y a des salariés qui partent, il y a des clients qui viennent. Donc là, il faut mettre en place un certain nombre de mesures dans l'entreprise pour conserver ce savoir-faire secret, protéger les accès informatiques, etc. Donc ça, ça peut être aussi contraignant parce que des fois, on peut opposer le brevet au secret. Ça, on se dit, ben, pourquoi je peux conserver mon process secret. Ça ne marche pas pour un dispositif technique parce que celui-ci, si le dispositif technique il peut être visible. Par contre, on peut s'interroger pour certains process sur l'utilisation du secret. Et ça nécessite quand même de mettre en place effectivement un certain nombre de mesures contraignantes. Et puis le secret, ben, une fois qu'il est divulgué, c'est terminé, quoi. Alors, ce qui est important, on peut revenir quand même juste sur la diapo un petit peu avant, c'est que, important aussi au niveau du savoir-faire, c'est important de le formaliser pour qu'il ne soit pas, effectivement, qu'il ne risque pas d'être perdu. Il faut le formaliser et le dater. Je peux revenir effectivement sur mon exemple. Un exemple un petit peu, une illustration autour d'un objet de la propriété intellectuelle et de ce qu'elle peut être en pratique autour d'une brosse à dents connectée. On voit autour effectivement de cet objet qu'il peut y avoir différentes protections. Il y a des brevets pour les fonctionnalités techniques, il peut y avoir des brevets pour les fonctionnalités techniques de la brosse, pour son apparence, parce que finalement on est sur un objet qui a une apparence et qui a un design particulier. Donc là, on va avoir le modèle en cumul. Là, un titre ne remplace pas l'autre, mais peuvent être cumulés. Bien entendu, il va y avoir une marque. Là, c'est la marque Colibri, hein, c'est dans mon exemple. Il y a un certain nombre de process qui sont quand même gardés secrets. Et puis on a du droit d'auteur à les connecter pour les programmes qui sont associés. Et il peut y avoir également, il y a des bases de données aussi qui sont enregistrées, qui peuvent faire l'objet du droit d'auteur. Donc voilà par cet exemple une illustration de la propriété intellectuelle. Alors, pourquoi effectivement utiliser et développer une culture propriété intellectuelle dans une entreprise? Ça a beaucoup, effectivement, il y a beaucoup d'avantages, d'enjeux. Les enjeux, ils suivent un petit peu le business et le développement de l'entreprise. Il y a déjà des avantages vis-à-vis de la concurrence. Ça va donner effectivement une avance. Un type de propriété, la propriété intellectuelle permet d'avoir une exclusivité sur ce qu'on a créé, donc de mettre une barrière et d'empêcher les concurrents de copier le produit. Vis-à-vis des concurrents, ça peut permettre, on peut également négocier avec son concurrent des contrats croisés. Vis-à-vis des partenaires, autre enjeu important, c'est effectivement aussi de contractualiser et de partager éventuellement des technologies et des savoirs. Des investisseurs, ça va les rassurer, les investisseurs, de savoir qu'il y a des barrières à l'entrée. On investit dans des développements qui sont lourds et très longs au niveau d'une start-up. Donc là, les investisseurs, ils ont besoin de savoir que vous allez conserver, avoir une avance. Et la propriété intellectuelle, ça vous permet d'avoir une avance. Ce n'est pas le seul levier, mais c'en est un, d'avoir une avance sur vos concurrents. Ça va aussi vous crédibiliser, que ce soit vis-à-vis des investisseurs et des financiers, mais aussi vis-à-vis des clients. Et en termes de communication également, c'est un élément qui est très très important. Donc voilà en gros les différents enjeux de la propriété intellectuelle. Je te redonne la main pour nous montrer les avantages de la norme. Donc, très difficile de passer après l'IPI, après tous ces avantages. Voilà, maintenant je vais un petit peu vous parler de ce qui se cache derrière l'AFNOR et derrière la normalisation. Donc généralement, il faut commencer par couper la tête à quelques idées reçues, parce qu'il y a
Notamment en France, il y a en fait dans l'inconscient collectif derrière le mot norme, il peut y avoir plusieurs conceptions de ce terme. Une illustration, pas plus tard qu'hier soir, je regardais à la télé un candidat à l'élection présidentielle qui au cours de son interview a dit plusieurs fois si je suis élu, je vais dénormer la France parce que toutes ces normes, c'est un frein pour l'économie, pour l'entrepreneuriat. Donc ce qui est dit, c'est évidemment vrai, mais on ne parle pas de la même chose. Il faut absolument ne pas confondre la norme AFNOR, la norme dont je vais vous parler, avec la réglementation. Parce qu'en France, on fait la confusion, on parle de normes. Donc ce qui est de l'ordre de la réglementation, ça ne vient pas de l'AFNOR. L'AFNOR est une association. La réglementation, celui qui a la plume, c'est le législateur. Et en France, le législateur, c'est l'État. Premièrement, l'État français qui peut déployer des lois, des arrêtés, des décrets. Et puis on est en Europe, donc la communauté européenne déploie aussi des règlements et des directives. Donc on appelle tout ça norme, mais voilà, faites bien la différence. L'AFNOR n'a aucune action, alors je ne vais pas dire aucun lien, mais n'a aucune action avec ces normes-là. Moi je vais vous parler des normes volontaires, donc je l'ai mis en plus gras pour que ça rentre bien dans la tête. Si vous devez retenir que deux choses selon l'AIUS, c'est qu'il ne faut pas confondre normes et réglementation, et que les normes dont je vous parlais sont d'application volontaire et donc sont un outil à votre main. Alors pourquoi est-ce que c'est un outil à votre main? Parce que vous êtes des acteurs économiques ou des futurs acteurs de l'économie. Ce n'est pas AFNOR qui décide si demain il y aura une norme en plus ou en moins. Chaque fois qu'il y a une norme en plus ou en moins, c'est qu'à la base, il y a un ou des acteurs comme vous qui sont venus nous solliciter parce que sur leur marché, cette fameuse question de la confiance, ils étaient face à un problème, un irritant, un manque de clarté, un flou sur un sujet, et quelque part ça nuisait au développement de l'activité du nouveau sujet ou de la thématique sur laquelle ils sont, et donc directement à leur propre développement. Donc chaque fois qu'il y a une nouvelle norme, c'est qu'à la base c'est une demande, c'est un besoin exprimé par les acteurs du marché. Premier élément. Cette norme, ensuite, elle est demandée, AFNOR s'empare de ce sujet, fait en fait ce qu'il faut pour qu'elle soit élaborée, encore une fois, au niveau national, européen ou international. Un premier chiffre, plus de 95% des normes volontaires publiées chaque année par l'AFNOR sont d'origine ou un lien avec l'Europe ou l'international. Ça marque l'ancrage par rapport à la réalité du marché, ce sont les acteurs qui viennent vers nous, et les thématiques, les marchés franco-français, on sait très bien qu'ils sont de plus en plus rares et qu'on vit dans un monde plutôt globalisé. Donc ces questions de confiance, elles ne se traitent pas au niveau français simplement, elles se traitent au niveau qui les caractérise, donc essentiellement et vraiment très majoritairement au niveau européen et international. Donc ce besoin est exprimé, AFNOR s'empare du sujet et accompagne les acteurs, et ce n'est pas AFNOR non plus qui va écrire le contenu des normes. On aimerait bien, ça voudrait dire qu'on serait absolument omniscient sur tous les sujets. Qui est le mieux placé pour répondre à la question et aux besoins qui provient du marché, si ce n'est les acteurs eux-mêmes. Donc AFNOR, il faut le voir plutôt comme un chef d'orchestre, comme un tiers de confiance qui va mettre ses acteurs autour de la table pour qu'ils se mettent d'accord sur une formalisation d'un cadre structurant qui va répondre à leurs besoins. Ces mêmes acteurs, au bout d'un moment, vont valider la solution, le contenu technique de la norme, et ils sont évidemment cohérents comme vous et moi, donc ils ont souhaité quelque chose, ils l'ont construit, ils l'ont validé, donc forcément ils vont l'appliquer. Tout ça pour en arriver au fait que, vous le vouliez ou non, quelque chose qui a été voulu par les acteurs du marché, qui a été construit, une fois que AFNOR publie cette norme, la norme a bien un impact sur le marché, c'est-à-dire que par rapport à un sujet donné, elle va donner une orientation, une lecture partagée.
Et c'est quelque chose, encore une fois, c'est vraiment relié à la jeunesse, hein, c'est un outil à la main des acteurs du marché. Donc les normes sont utilisées dans les échanges commerciaux à très très grande échelle. Il n'y a pas de secteur économique qui puisse dire moi je suis sur un secteur où il n'y a absolument pas de normes volontaires, tout simplement parce que cette question de la confiance elle est universelle. Donc petite alerte, si vous ne vous êtes pas encore préoccupé de cette question des normes, il y a peut-être un trou dans la raquette parce que vous serez soit volontairement, soit contraint par votre écosystème, par vos partenaires. On vous demandera tôt ou tard comment vous vous positionnez par rapport à une norme en termes d'a priori de confiance. Quelqu'un qui va venir souhaiter utiliser votre service ou votre produit, le fait que vous lui témoignez votre conformité par rapport à une norme, ça va le rassurer. Si demain vous engagez des relations partenariales avec des grandes structures, voilà, ce sont vraiment des documents qui cadrent ces relations et dans tous les secteurs, qu'on soit dans une économie purement privée ou qu'on soit dans le cadre de relations avec des acteurs publics. Je dirais même plus, les acteurs publics sont très friands des normes parce qu'ils passent par des appels d'offres, par des cahiers des charges, et plutôt que d'écrire 20 pages pour décrire des exigences, il suffit de faire référence à des normes. Donc souvent, la norme et quelquefois la certification qui va avec est un pass, est une barrière à l'entrée, comme tu disais Sylvie. Il y a ceux qui l'ont et il y a ceux qui ne l'ont pas. Il y a ceux qui s'en servent et il y a ceux qui, quelque part, qui pâtissent du fait de ne pas utiliser ce levier-là. Donc voilà, retenez bien, c'est volontaire, c'est pas de la réglementation et on aura déjà fait un grand pas. Maintenant qu'on sait un petit peu ce qu'est cette norme ou plutôt ce qu'elle n'est pas, la question pourrait être, mais d'accord, mais moi je suis un entrepreneur, je suis start-upper, pourquoi est-ce que je devrais tant me préoccuper de ces normes-là? Parce que pour plein de raisons, j'ai en fait 50 000 choses à faire et j'ai pas encore perçu en quoi c'était ma première priorité. Alors, un moyen assez simple et caricatural de vous dire pourquoi vous devriez vous préoccuper est affiché à l'écran. Si vous avez bien compris ce que je viens de vous dire, la norme, c'est volontaire, c'est quelque chose qui va orienter les usages sur un marché. C'est les acteurs du marché qui veulent une norme, c'est eux qui l'écrivent, donc elle traite d'un sujet, d'un périmètre. Il y a donc un avant et un après. Avant le marché, enfin chaque acteur pouvait avoir une lecture qui lui était propre du sujet qui est traité par la norme. Le jour où il y a une norme, il y a en tout cas une vision qui est partagée par un maximum d'acteurs. Donc ça veut dire que le marché va s'articuler, va s'organiser selon ce qui aura été écrit dans cette norme-là. Voilà. Donc, si vous êtes un entrepreneur, en théorie, vous avez eu une idée plus ou moins géniale, et ce qui vous occupe à 200 ou 250%, généralement, c'est de tout mettre en œuvre pour que cette idée se transforme en un produit ou un service qui va avoir une valeur sur un marché. Donc, c'est cette notion de marché qui doit faire tilt dans votre tête. Vous visez un marché, et là je suis en train de vous dire qu'il y a une partie des règles du jeu de ce marché qui est définie dans des normes. Donc il ne vous viendrait pas à l'idée de vous dire je vais pénétrer ce marché, j'ai fait une étude sur des éléments économiques, voilà, donc je connais bien ce marché, mais bon, je connais ce marché à 70%, et ça me suffit, je vais y aller comme ça parce que j'aime le risque. Évidemment, vous allez tout faire pour connaître ce marché le plus finement possible, de manière à adapter votre produit ou votre service pour qu'il soit le plus en phase avec les attentes de ce marché. Donc CQFD, c'est-à-dire que dans les normes, vous avez écrit noir sur blanc des éléments que vos potentiels clients de demain ont déjà définis et quelque part, ils vous disent ce qu'ils s'attendent à voir. Non pas que ça bride l'innovation, ça peut laisser la place en fait une innovation, mais ces innovations, vous allez voir après, vous les rendrez d'autant plus
crédible que vous vous rattacherez à des éléments qui font vraiment partie des us et coutumes ou des repères du marché. Donc, vous devriez, ou en tout cas c'est le conseil que je vous donne, intégrer la dimension norme au même titre que l'API, bien évidemment dans votre stratégie d'accès au marché. Et comment l'intégrer? En vous posant à minima 2 questions. La première question, on l'a un petit peu évoqué, c'est de vous dire par rapport à mon projet, ce que je sais de mon projet, bon certes il est innovant, mais est-ce qu'il n'y aurait pas déjà quand même des bouts de normes qui pourraient être en lien direct ou en fait, indirect avec mon projet innovant. Évidemment pas sur le côté innovant, ce qui est nouveau et ce que vous êtes seul à avoir développé, mais on est rarement innovant à 100%. Hein. On s'appuie quand même sur des principes, sur des usages, sur des types de produits qui existent déjà. Donc la question c'est est-ce qu'il n'existe pas déjà des bouts ou des parts de mon sujet qui sont déjà traités par des normes? Ça voudrait dire qu'il y aurait donc des choses à apprendre sur ce que a déjà défini le marché par rapport à ça. Donc si vous faites ce petit exercice et que vous retrouvez quelques normes qui font lien avec votre projet, ça va évidemment rentrer dans quelque chose qui va agir favorablement pour favoriser l'acceptation de votre nouveau produit ou de votre nouveau service sur un marché. Tout ce qui est nouveau interroge, fait peur, interpelle, questionne. Donc c'est bien de montrer qu'on est innovant parce qu'on amène quelque chose de plus performant avec des bénéfices qui n'existaient pas, mais que ce soit les financeurs, les investisseurs, les clients, les partenaires, de montrer que tout ça quand même est robuste parce que ça s'appuie sur des fondamentaux qui sont déjà éprouvés de très longue date par les acteurs du marché, c'est évidemment un plus. Donc on est dans l'acceptation et dans cette notion d'a priori de confiance. Je ne vous connais pas encore, vous ne m'avez pas encore déballé votre pitch sur les performances de votre solution, mais je sais que vous avez fait l'effort de concevoir votre produit en vous appuyant sur l'expérience et tout ce qui a été acquis sur ce marché et que ce marché a capitalisé dans des normes comme des attentes. Donc ça peut être que bénéfique. À aucun moment, ça peut contredire votre innovation, vous amener une contrainte, c'est au contraire une opportunité. Donc première question assez simple. La deuxième question, elle est un peu plus tactique. C'est de vous dire s'il y a des normes qui existent avant que moi, nouvel acteur, je rentre sur ce marché. Pourquoi est-ce qu'il y a des normes? Parce que j'ai compris, c'est pas l'AFNOR qui les écrit. J'ai compris aussi qu'elles ne sont pas tombées du ciel. Donc s'il y a des normes, c'est que des acteurs économiques avant moi ont pris le temps ou ont dépensé du temps, des ressources, tant humaines qu'économiques, pour qu'elles existent. Parce que vous avez vu que c'est les acteurs du marché qui les... Donc pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Est-ce que parce qu'avant vous, il y avait des philanthropes et qui se disaient il faut absolument faire des normes? Non. Simplement parce que ces acteurs économiques, ils se sont dit nous, on a des enjeux, ou moi, j'ai un enjeu sur ce marché. J'ai compris que la norme, ça oriente les usages sur un marché. Donc si j'ai de véritables enjeux sur ce marché, j'ai plutôt envie que la norme oriente les usages dans le sens de ma vision à moi, plutôt que dans la vision de celle du voisin. Sous-entendu, je ne vais pas laisser mes concurrents et compétiteurs m'expliquer à moi comment demain je vais devoir m'organiser pour aller sur ce marché. Donc comme ils ont eu des enjeux, qu'ils ont vu le retour sur investissement de ne pas laisser, de pas faire la politique de la chaise vide, ils y ont contribué. Donc si ces acteurs ont utilisé la norme pour que le marché s'oriente dans l'axe de leur propre vision, pourquoi une entreprise innovante, donc pourquoi pas vous, qui amenez quelque chose de nouveau, à supposer évidemment que ça ait des bénéfices en termes de services, performance, si ça amène quelque chose sur le marché, pourquoi est-ce que vous n'utiliseriez pas ce levier pour que le marché découvre les bénéfices que vous apportez et si possible, le prenne comme un repère, comme un attendu? Parce que si c'est si génial que ça et si c'est écrit dans une norme, demain ça va vouloir dire que peut-être
les principes de votre innovation vont devenir un des repères du marché et on recherchera quelque part que tous les produits ou tous les services sur un thème précis intègrent les principes que vous avez vous dans votre innovation. Donc si vous êtes en plus en avance de phase, si pour l'instant vous êtes le ou un des seuls à pouvoir délivrer ces principes si bénéfiques, si performants. Vous imaginez ce qui peut se passer si la rencontre des deux se fait. Une norme décrit les principes, alors sans dévoiler votre savoir-faire, tout ce qui est à breveter. Si votre norme décrit les principes de votre innovation et que le marché appelle ce type de caractéristiques, vous êtes un des seuls à pouvoir délivrer ce produit ou ce service, pendant un temps en tout cas, potentiellement vous avez la possibilité de devenir le roi du pétrole parce que vous allez être en capacité, à être le ou un des seuls à pouvoir valoriser. Donc ça, on est dans la deuxième dimension. Certes, en pensant à ça, vous facilitez la pénétration de votre solution sur le marché. Et au bout du bout, on vous montrera, si on a le temps, quelques exemples. Vous avez la capacité d'orienter, quand on est dans l'innovation de rupture, on amène quelque chose vraiment de nouveau. Vous avez la capacité de faire que le marché intègre ça de façon générale. Je reviens sur ma dimension française, européenne, ISO. Si demain, les bénéfices de votre solution sont décrits dans une norme européenne ou internationale, la connaissance de ce que vous amenez, elle est à ce niveau-là. Donc c'est les acteurs, c'est vos clients au niveau européen, au niveau international, qui vont découvrir qu'il y a une nouvelle solution et quand ils vont chercher quel est l'acteur qui est capable de me délivrer ce produit ou ce service, ils vont savoir que c'est un acteur français basé dans le Grand Est. Et voilà. Donc c'est vraiment un levier de développement. Donc à l'opposé de ce que j'ai entendu hier, il faut dénormer parce que c'est une contrainte. Il faut certainement déréglementer, possible, mais dénormer certainement pas parce que il n'y a aucune inflation normative, aussi petite parenthèse, là où on parle d'inflation de normes, c'est-à-dire qu'on ne comprend plus rien, certes dans la réglementation on peut trouver ce méli-mélo de textes. Les normes volontaires étant gérées par les acteurs du marché, ils font le ménage systématiquement et un des chiffres qui le prouve, c'est qu'à la FNOR, on publie autant de normes chaque année qu'on en supprime. Donc on n'est pas dans une inflation normative. Voilà. Un exemple pour illustrer, à supposer que vous soyez l'inventeur de la puce électronique, donc innovation française, Cocorico. Je vous souhaite la même réussite que cette innovation-là. Qu'est-ce qui fait que cette puce, elle est utilisée dans le monde entier et qu'elle est utilisée par des milliards de personnes dans le monde, dans des usages divers et variés. Si je vous demandais là, de mettre sur la table vos différentes cartes, donc je suis certain que vous avez plusieurs comptes bancaires, vous avez forcément plusieurs cartes bancaires. Vous avez la carte vitale, vous avez les cartes de vos marques préférées. Bref, on en a tous 4 ou 5 à minima dans la poche et ça se passe dans le monde entier. Qu'est-ce qui fait que tout ça, et donc toutes ces cartes utilisent une innovation qui est la puce. Évidemment, c'est qu'il y a eu une stratégie complémentaire pays-norme. Le projet a été très bien mené. Il y a plein d'éléments. Je vous en cite un qui est tout bête. Alors, ce n'est pas le seul, mais c'est pour vous montrer qu'il est contributif. Qu'est-ce qui fait que cette norme est utilisée dans le monde entier? Il y a une norme internationale, toute bête, je vais dire, qui décrit les caractéristiques physiques du bout de plastique que vous avez à l'écran. Qui dit que le bout de plastique, il mesure tant de largeur, tant de hauteur, tant d'épaisseur, que la puce, on la met à tel endroit, que le nom c'est là et que l'on met le code. Tout ça pour dire que ça paraît simple, mais c'est ça qui permet en termes d'interopérabilité que la puce puisse être utilisée dans tous les usages que l'on a cités. Ça décrit absolument rien de la technologie de la puce, qui doit être protégée. Mais la question, souvent, derrière une innovation techno, c'est à quoi ça sert. Et c'est souvent dans le à quoi ça sert qu'on va trouver la voie pour se dire c'est là qu'une norme viendrait certainement amener un élément de confiance où il y a un sujet d'interopérabilité.
Voilà, c'est un exemple illustratif. On vous a présenté l'INPI, l'AFNOR, on fait une présentation à deux parce qu'évidemment il y a une complémentarité entre l'API et la normalisation. Il n'est pas question de sortir du bois et d'aller normer des choses si auparavant on n'a pas fait ce qu'il faut pour se protéger. Se protéger c'est très bien, mais si vous voulez accentuer votre développement, on vient de voir comment la norme peut y contribuer. Donc avec Sylvie, on a essayé par un schéma de vous montrer un petit peu en quoi les deux sujets sont complémentaires. Et ça, tout au long de, on pourrait dire, du projet, depuis l'idée jusqu'à sa pénétration sur le marché, et puis voir. Parce qu'on nous pose souvent, à tous les deux, quand faut-il venir vous voir? Est-ce qu'il y a un moment où il faut se dire, vous nous dites c'est à tel moment qu'il faut s'occuper de pays et de normes, et la réponse que l'on fait généralement à deux voix, c'est qu'il est jamais trop tôt pour venir nous voir. Par contre, quelquefois, il est trop tard. Ou en tout cas, on n'aura pas les mêmes bénéfices à venir nous voir trop tard. Donc, quand vous êtes au tout début, vous avez un début d'idée, vous êtes en train d'éprouver la question, vous vous dites est-ce que derrière tout ça, il y a peut-être quelque chose d'intéressant, d'avoir une vision, comme on expliquait tout à l'heure, de quelles sont les normes qui peuvent être liées à ce sujet. Ça peut, encore une fois, vous éclairer sur comment le marché a déjà traité ce sujet. Ça peut vous aider à ne pas réinventer la roue, c'est-à-dire ne pas soyez innovant là où c'est nécessaire. N'allez pas sur un projet. Essayez d'être innovant sur quelque chose qui n'est pas votre cœur de cible. S'il y a déjà sur ces thèmes-là des méthodes qui marchent, des protocoles de transfert de données, cherchez plutôt l'interopérabilité que d'aller inventer votre nouveau protocole si ce n'est pas ça votre cœur d'innovation. Donc ça peut vous aider à avoir une cartographie à T0 d'où vous partez. C'est la même chose effectivement en matière de propriété industrielle. Très important au stade de l'idée d'aller vérifier, et je vous ai dit tout à l'heure, d'aller vérifier dans les titres que effectivement votre innovation n'existe pas, ou en tout cas de faire déjà un premier état des lieux de l'existant. Ça c'est très important. Je vous ai dit que les titres de propriété intellectuelle étaient publiés, notamment les brevets. Donc il y a pléthore de bases de données très très riches qui peuvent vous permettre de faire des recherches préalables. Effectivement, ça ne sert à rien de réinventer la roue. Quand on part de la page blanche, ou presque, c'est à ce moment-là effectivement qu'il faut se préoccuper de propriété intellectuelle pour voir l'existant. Ça ne sert à rien de réinventer ce qui existe déjà, vous perdrez du temps à faire ça. Donc voilà, c'est effectivement essayer dès le départ du projet d'aller voir l'existant, très important. Si vous poursuivez un petit peu la maturation de votre idée, donc maintenant vous êtes à peu près certain qu'il y a quelque chose à faire, c'est pas encore bien cadré, vous avez le choix entre différentes solutions, différentes voies, vous vous posez des questions. Encore une fois, la norme, compte tenu de ce que vous allez découvrir sur ce qui existe déjà, ça peut vous aider à valider différentes voies technologiques ou techniques. Un sujet de norme qui est très important quand on est à ce stade, c'est l'interopérabilité. C'est-à-dire, là vous êtes au début de votre idée, vous partez sur une vision, mais vous ne savez pas demain si votre projet va en fait évoluer, si après la première version vous allez plugger d'autres services, parce que vous allez découvrir d'autres opportunités. Donc l'idée c'est ne vous bridez pas en partant vers des solutions techniques qui à un moment donné vont être des impasses pour vous. Vous mettez sur le marché une application, vous faites de l'IoT, tout ce qui concerne la transmission, le transfert de données. Encore une fois, si ce n'est pas là votre cœur technique, votre innovation, mettez-vous sur les protocoles qui sont les plus utilisés. Demain, ça vous permettra peut-être
de déployer des solutions que vous n'envisagez pas pour l'instant? À ce stade, effectivement, il est aussi important de se préoccuper de la propriété intellectuelle parce qu'il y a des règles du jeu que je n'ai pas eu le temps de détailler tout à l'heure, mais en tout cas, pour pouvoir avoir un brevet valable, il faut qu'il n'y ait pas eu de divulgation de l'invention avant la date de dépôt. Donc, au moment où on commence à développer des solutions, il faut aussi entourer effectivement les développements d'une certaine confidentialité et puis anticiper sur les outils qui pourraient être utilisés pour protéger la création. Donc c'est la confidentialité, c'est aussi la datation au fur et à mesure par différents outils qui peuvent être cahiers de laboratoire et enveloppe solo dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. Donc à ce stade-là, c'est déjà anticiper sur une future stratégie de propriété intellectuelle. On poursuit toujours cette route de votre projet. Maintenant, vous avez fait des premiers prototypes, vous êtes à l'étape du POC. Donc là, reviennent les notions de crédibilité et d'a priori de confiance. Vous êtes dans des recherches de financement, levée de fonds, partenariat. Donc vous êtes toujours, pour l'instant, une start-up, vous êtes encore petit, pas connu, vous n'avez pas fait vos preuves. Donc indépendamment de la force de votre argumentation, de tout ce que vous allez amener pour convaincre sur l'intérêt de votre projet, tout ce qui va être de l'ordre de montrer que ce projet est en lien avec des normes, on revient sur le fait que les normes sont des repères du marché, ça va renforcer sa crédibilité, ça va rassurer. Ça va rassurer l'investisseur qui va se dire, bon, ok, c'est une petite start-up, je ne connais pas, mais ils ont déjà pris en compte les éléments clés du marché. Un élément important dans des demandes de financement. Si vous essayez d'obtenir des financements européens, dans des programmes de recherche, dans des programmes Horizon, Europe, Interreg, tout ce que vous voulez, sachez qu'il existe des normes sur le management de l'innovation. Donc je souris parce que ce n'est pas une norme pour être innovant. Si vous n'êtes pas innovant, ce n'est pas en lisant la norme que vous le deviendrez, mais c'est comment dans une entreprise, demain, quand vous serez un petit peu plus développé, comment innover à nouveau, comment capter l'étincelle d'idées qui va être dans un de vos collaborateurs, et comment mener de façon robuste une analyse de cette idée pour que si au bout il y a un véritable besoin sur un marché, que vous ne le ratez pas. Donc tout ça pour vous dire que les financements européens, dans les critères de sélection, vous allez tomber sur une question, comment vous vous positionnez par rapport, et vous trouverez la référence de cette norme sur le management de l'innovation. Donc il y a ceux qui la connaissent et qui disent, ben oui, il n'y a pas de souci, moi j'ai mon projet qui a été conçu, qui a été bâti depuis l'origine selon ces principes, et il cause la case, et il y a ceux qui ne l'ont pas. Voilà. Donc ça peut même aller jusqu'à être un levier pour obtenir des financements. C'est le temps en matière de propriété intellectuelle de sécuriser en fait ces rapports avec ces relations avec les tiers, qui peuvent être des partenaires. Quand on innove, quand on a une innovation, on est souvent, et notamment dans une start-up, appelé à travailler avec d'autres structures plus ou moins importantes. Et c'est le temps là de les sécuriser par des contrats qui vont prévoir le devenir effectivement de la propriété intellectuelle. Donc c'est un moment très très important pour ne pas effectivement passer à côté de la valorisation de sa création par la suite. On passe ensuite au lancement, et puis là, ça y est, on est dans la vraie vie, on est dans l'exploitation commerciale. Donc la normalisation, c'est un moyen de vous différencier. Vous êtes dans l'arène, vous n'êtes potentiellement pas seul, vous avez des compétiteurs, des concurrents. Vous allez utiliser toutes les cordes à votre arc pour expliquer en quoi votre produit est plus performant, a en fait tel ou tel avantage. Si vous avez en plus la possibilité de vous démarquer en disant ben, moi le mien il est conforme à cette norme alors que ceux d'à côté ne le sont pas,
vous utilisez un marqueur qui est, encore une fois, très, très utilisé dans le monde, dans l'économie. Donc on revient sur cette notion de confiance. Ce n'est pas la peine d'expliquer pendant 3 heures en quoi votre produit est plus performant sur cet axe-là. Vous dites, et ça vous pouvez le mettre dans vos plaquettes commerciales, sur vos... Voilà. C'est quelque chose qui va être de l'ordre de l'approche marketing commerciale pour convaincre et se démarquer. Avant l'exploitation commerciale, effectivement, lorsque le produit est prêt à la commercialisation, il sera temps effectivement de mettre en place une stratégie de protection, donc par le brevet, par les différents outils qu'on a vus tout à l'heure, et aussi effectivement par le choix d'une marque. C'est le temps, on va dire, des dépôts. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure en introduction au niveau des droits de propriété industrielle, c'est que ce sont des droits qui sont territoriaux. Si vous déposez un brevet ou un modèle en France, vous allez protéger le marché français, et il sera peut-être nécessaire de protéger aussi à l'international. Donc c'est au moment du démarrage de l'exploitation qu'il faudra aussi commencer à se positionner et à réfléchir sur la portée aussi territoriale de sa propriété intellectuelle. Et on arrive au bout, donc ça y est, vous avez mis votre produit sur le marché, c'est une pleine réussite. Maintenant, vous êtes sur ce marché, la question c'est d'essayer d'y rester, de prendre des parts de marché plus importantes. Donc si vous avez goûté, si vous avez compris dans le cadre de votre première expérience ce que vous avez apporté, la l'organisation en termes de levier de développement, vous pouvez faire comme ces acteurs que l'on évoquait tout à l'heure dans la deuxième question, avoir pris conscience que ça oriente les usages, donc vous vous investissez parce que vous avez des enjeux. Et là, il y a un élément qui est important, c'est que tous ceux qui font ça, quand vous investissez, après vous retrouvez le nom de votre société, ça paraît bête, mais vous retrouvez le nom de votre société écrit dans la norme. Donc encore une fois, imaginez une norme internationale qui s'applique dans le monde entier. Vous allez vous valoriser auprès d'un client international, vous lui dites que vous êtes conforme à la norme. Finement dans la discussion, vous expliquez que vous y avez contribué. La preuve, si on ouvre page 2, il y a le nom. Voilà. Donc dans une optique de crédibilité, d'avantage concurrentiel, ça reste intéressant. Et puis c'est aussi un fabuleux outil d'intelligence économique. Pourquoi? Parce que ce sont les acteurs, je me répète là, ce sont les acteurs du marché qui décident s'il y aura une norme ou pas. Donc en termes de vision anticipative des besoins du marché, vous rentrez là dans un cercle français, européen ou international, avec des acteurs qui sont sur le même marché, et vous percevez de par les positions, les nouveaux sujets qui arrivent, quelque part des nouveaux besoins, des évolutions de ce marché, et vous pouvez les percevoir de façon anticipée par rapport à quelqu'un qui attend de découvrir qu'un nouveau produit, qu'un nouveau type de besoin est apparu sur le marché. Donc c'est véritablement un outil d'intelligence économique. En matière de propriété intellectuelle, effectivement, lors de l'exploitation, c'est là que vous bénéficiez des fruits de votre stratégie, c'est-à-dire que de cette barrière à l'entrée, du fait d'être le seul à pouvoir exploiter votre innovation. C'est aussi c'est capter toute la valeur en négociant éventuellement des licences d'exploitation, puisque les types de propriétés peuvent être cédés, peuvent être loués, peuvent être prêtés, d'organiser votre réseau partenarial et donc de profiter de vos titres de propriété intellectuelle, de tous leurs bénéfices et les avantages, en termes effectivement concurrentiels et en termes aussi de communication. Voilà, donc ce qu'on vous a présenté avec Sylvie, c'est un petit peu un cadre général, c'est-à-dire qu'on vous a expliqué ce qu'est l'API, ce qu'est la norme, donc c'est complémentaire. Évidemment, après, chaque projet, chaque start-up est un cas particulier. Vous avez vu qu'il y a un panel, il y a en fait différentes façons de protéger, et donc chaque façon,
Il y a un questionnement tactique auquel l'INPI peut répondre pour vous orienter vers telle ou telle solution. La même chose pour l'AFNOR. Ce qu'on voulait vous dire au travers de ce slide, c'est que tout ce qu'on vous a raconté, c'est d'autant plus vrai que quand vous êtes sur les secteurs où il y a une forte concurrence, donc tout ce qui va vous permettre de vous différencier par le brevet ou par la norme, c'est d'autant plus important. Quand vous avez des ambitions internationales, si la norme oriente les usages sur un marché, si vous voulez attaquer l'Europe ou en fait l'international, savoir quels sont les repères qui régissent un petit peu les règles du jeu, c'est important. Quand vous êtes dans de la rupture, ça interroge encore plus, donc besoin. Voilà. Donc chaque fois, vous retrouvez ces thèmes-là de façon encore plus amplifiée. Vous avez à l'écran, on n'a pas le temps parce que je pense qu'on parle beaucoup à Sylvie et que le retour des exemples d'acteurs que l'on a accompagnés. Donc si vous allez sur Internet, si vous tapez Metalskin, Biomae, Humanis, Traxens, vous aurez des témoignages ou vous aurez des vidéos. On vous en cite un juste parce qu'il est éclairant sur ce que l'on vous a expliqué. En fait, Humanis, qui est une petite entreprise qui est basée dans le sud de la France, qui est un éditeur de logiciels. On a rencontré à la fois l'INPI et l'AFNOR, donc éditeur de logiciels. Pardon, ça veut dire qu'il y a derrière des codes, des algorithmes, donc des choses qui peuvent, dont il faut prouver qu'on a été le premier et en fait qui sont à protéger. Cette entreprise édite des logiciels pour évaluer la robustesse des couches ou des couches d'intelligence artificielle qu'il y a dans des produits. Donc vous allez voir qu'on revient au début de l'histoire, la question de la confiance. Il y a quelques années, quand on vous disait qu'il y avait de l'intelligence artificielle dans un produit, il y avait une espèce d'effet waouh. S'il y a de l'intelligence artificielle, c'est que le produit doit être vraiment super performant et forcément, intelligence artificielle, ça amène un plus. Et puis, on a vu sur le marché apparaître de plus en plus de produits, de solutions qui intègrent de l'intelligence artificielle. Vous le voyez fleurir sur toutes les plaquettes commerciales. Et donc, la question de la confiance. Qu'est-ce qui se cache derrière cette boîte noire? Quelle est la valeur qu'amène cette intelligence artificielle? Moi, je suis potentiellement acheteur d'une solution. J'ai 3 offreurs qui me vantent mondes et merveilles tous les 3. Pourquoi j'irai vers l'un ou vers l'autre? Parce que je ne suis pas spécialiste de l'intelligence artificielle. Donc un problème de confiance. Ces acteurs se sont dit il faudrait qu'il y ait une norme qui définisse des critères qui permettraient d'objectiver le fait que cette solution, oui, elle intègre de l'intelligence artificielle, mais conforme à la norme qui nous rassurerait sur son usage. Le fait qu'on ait rencontré cette petite entreprise de 3 personnes basée dans le sud de la France, dont c'est le métier, je vous raconte l'histoire de façon très courte, accompagnée des 2 côtés, donc bien renforcée par ce qui était protégé, on a pu le positionner sur le fauteuil de pilote, de chairman, de la structure qui, à l'ISO, est en train d'écrire cette norme. Donc c'est un petit acteur français d'une boîte de 3 personnes qui discute avec ses homologues chinois, australiens, américains, et il est en train d'écrire ce qui va être la règle du jeu demain de ce marché sur l'IA. Donc vous imaginez la capacité d'influence qu'il a, parce qu'évidemment, il a une capacité à pousser sa vision à lui, à supposer qu'elle soit un petit peu challengée, parce que différents acteurs diraient ok, ça veut dire qu'elle se consolide, mais lui en même temps qu'il la voit évoluer, il peut pratiquement en même temps coder pour faire évoluer sa solution. Et imaginez demain la norme sort, la norme ISO, tous les acheteurs de solutions d'intelligence artificielle demandent maintenant comment vous vous positionnez par rapport à cette norme. Et lui, il dit regardez, il y a mon nom dessus, moi j'ai mis sur ma plaquette, je suis conforme à la norme, il est rassuré, il peut vendre son produit parce qu'il a protégé tout ce qui devait l'être. Vous imaginez la capacité d'accélération de sa pénétration du marché et comment il va pouvoir se démarquer. Donc ça, c'est juste une illustration. On arrive à la fin, rassurez-vous. Quelques éléments, voilà, on vous a dit à quoi l'API et l'organisation pouvaient servir, on vous encourage à vous poser des questions.
Ces questions, elles sont un petit peu, quelquefois, complexes ou techniques, et on est des sachants sur les deux volets, donc on a des services ou des moyens pour vous accompagner. Et on va commencer, comme toujours, par l'INPI. Donc effectivement, l'INPI a mis en place un certain nombre de services d'accompagnement des entreprises, qu'elles soient effectivement néophytes ou plus aguerries en matière de propriété intellectuelle, sous effectivement la marque coaching INPI. Et on a notamment un programme spécifique pour accompagner les startups. Tu peux passer la slide suivante. Qu'est-ce que c'est que le programme Startup? C'est plusieurs contacts avec un expert, un chargé d'affaires propriété industrielle dédié dans chacune des régions de France et notamment en région Grand Est. On propose effectivement des entretiens en présentiel ou téléphonique au fur et à mesure de l'évolution, de l'avancement du projet, comme on l'a vu tout à l'heure sur le schéma, avec à chaque fois, à chaque rendez-vous, à chaque contact, des plans d'action à suivre en fonction effectivement de là où en est le projet. On a développé un outil qui s'appelle Empreinte PI et qui permet à la start-up d'avoir un indicateur de performance sur sa stratégie de propriété intellectuelle. Et à la fin du programme, qui peut durer, en moyenne, ça dure 2 ans. C'est un programme qu'on a développé il y a déjà plusieurs années. On peut fournir à la start-up une aide de soutien à l'innovation qui peut lui être utile pour prouver ses bonnes pratiques en matière de pays auprès notamment d'institutionnels ou d'investisseurs. Donc voilà, ça c'est le premier outil dont on dispose pour les startups. Un autre outil qui est un outil financier qui s'appelle PES-PI, c'est un petit coup de pouce qui est accordé aux entreprises, aux créateurs d'entreprises, souvent aux startups, qui permet de prendre en charge un certain nombre de dépenses de propriété intellectuelle. Ce n'est pas le financement des taxes à proprement parler de dépôt, mais plutôt des dépenses autour des aspects, par exemple, contractuels. On va prendre en charge à hauteur de 50% des honoraires d'experts, conseils en propriété industrielle ou avocats, à hauteur de maximum 3 000 € sur des prestations de rédaction de contrats qui ont toujours pour objectif de sécuriser la propriété intellectuelle de l'entreprise, de la start-up. Alors, on a différentes thématiques sur lesquelles on peut justement financer. La partie contractuelle, c'est ce qui est le plus courant en matière de start-up, mais aussi on peut financer des recherches, les recherches en amont dont on parlait tout à l'heure, des recherches de brevetabilité ou d'antériorité d'état de l'art. Il y a une partie aussi financement pour l'international. On va prendre en charge les honoraires des conseils en vue de l'internationalisation des titres de propriété intellectuelle. Voilà. En gros. Alors pour la partie AFNOR, on a aussi plusieurs services. Peut-être dire que pour les deux entités, le meilleur moyen d'abord de se rencontrer, c'est de passer par la plateforme French Tech East sur le volet French Tech Central. Vous aurez accès à des rendez-vous. Et au travers, vu le panel de solutions que l'on a, notre rôle, ça va être de vous flécher vers la bonne. Parmi ces solutions, côté AFNOR, vous avez un diagnostic innovation qui a vocation à répondre aux 2 questions qu'on évoquait tout à l'heure. Donc là, c'est quelqu'un de l'AFNOR qui est vraiment sur les sujets qui tournent autour de votre projet, qui lui va vous dire, voilà, vous ne pouvez pas prétendre connaître votre marché si vous ne savez pas qu'il y a ces 2, 3, 4 normes et cette certification qui font la pluie et le beau temps, qui sont vraiment des piliers, qui sont des passes pour accéder à ce marché.
Et de la même façon, il peut vous dire, compte tenu de ce que je vois moi, quand j'accompagne en ce moment des entreprises de votre secteur à l'ISO pour discuter de ça, de ce que vous me racontez, ben, j'identifie qu'il y a potentiellement un trou dans la raquette. Donc ce qui s'est fait pour Numalis, hein, vous êtes un acteur de l'intelligence artificielle, mais je sais qu'en ce moment, il y a tel et tel sujet, il y aurait peut-être quelque chose à faire pour vous. Donc c'est l'avis d'un sachant qui est l'AFNOR pour vous éclairer un petit peu, pour vous aider à traiter cet item normalisation dans votre stratégie de développement. Et puis c'est surtout éligible aux aides en soutien de l'innovation qui se compressent par le BPI, par les conseils régionaux. On est dans le cadre d'une étude avant mise sur le marché. Donc ça vaut le coup de le savoir et ça peut être intégré lorsque vous faites des demandes multithématiques auprès de ces acteurs. On est aussi évidemment implanté en région Grand Est. Si vous prenez contact avec notre délégation, vous aurez l'honneur et l'avantage de ne pas tomber sur moi, mais de tomber sur Sandrine Perrignon-Schmitt, qui est la déléguée régionale, qui n'a pas pu être là aujourd'hui. On est implanté à Laxou. Et l'intérêt voilà, de ce que peut vous apporter Sandrine, c'est qu'elle est vraiment au cœur de l'écosystème Grand Est. Elle est en relation avec tout un tas d'autres acteurs hein, qui sont complémentaires à ceux que vous pouvez trouver dans le cadre de la French Tech. Donc, encore une fois, des éléments qui peuvent être utiles à votre stratégie de développement. Un slide pour vous dire oui, que l'AFNOR, enfin, il n'y a vraiment pas un sujet, il n'y a pas un sujet pour lequel on peut dire il n'y a pas de normes. Et je pense qu'on aurait pu pratiquement faire ce slide en commun. Il n'y a pas un sujet où il n'y a pas quelque chose à protéger, que ce soit brevet, marque. Voilà, on est arrivé à la fin de cette présentation. Je pense qu'on a un petit peu plus parlé que ce qui était prévu, mais on n'a pas débordé. Vous aurez évidemment par la French Tech ce support qui vous sera diffusé. Vous aurez donc tous nos contacts. Mais là, pour ceux qui sont dans la salle ou ceux qui nous écoutent, si vous avez des questions, il y a des questions. Il y a des questions. Il y a une question en ligne qui a été posée tout à l'heure. Est-ce que l'on peut breveter un ensemble et quels avantages et quels risques? La question est peut-être un petit peu trop générale pour une réponse. Je ne sais pas ce qu'on entend sur le mot ensemble. Là, franchement, ça sera un petit peu compliqué un ensemble d'avoir plus de précision. Alors, monsieur Pascal Pierson précise un ensemble qui regroupe l'ensemble du produit. Exemple, la brosse à dents électrique de la slide. Oui, on peut avoir un brevet qui va protéger à la fois le dispositif et le process associé. C'est-à-dire que quand on a par exemple cette brosse à dents, on est obligé de déposer un brevet, comme ce qui a été expliqué, plus un dépôt de marque. Oui, là c'est parce que ça ne répond pas aux mêmes objets, aux mêmes problématiques. Donc il peut y avoir, ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure, c'est qu'il peut y avoir un cumul de protection sur la même création autour de la brosse à dents. Je pense que la question, elle est plutôt l'ensemble, peut-être que c'est plutôt le dispositif et le process associé, c'est possible. Il faut qu'il y ait quand même une unité d'invention. Donc ça s'examine au cas par cas. Dans certains cas, il faut avoir effectivement ce qu'on appelle des grappes de brevets sur une même technologie. Il peut y avoir effectivement un certain nombre de brevets qui sont déposés. Et ça fait partie aussi d'une stratégie à mettre en place. Qu'est-ce qu'on met dans le brevet et comment on le protège. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Parce que moi j'ai des questions. Je vois que quelqu'un a mis la vidéo. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a une prise de parole souhaitée. C'est quoi? Ah oui, peut-être. Est-ce qu'il y a des questions sur Zoom? Oui. Oui, on vous écoute. Très bien. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour votre présentation. Merci. J'avais une question concernant donc, le brevet et la norme. La question sur le brevet, c'est dans le cadre d'un dépôt à l'international, est-ce qu'il faut d'abord faire la demande de dépôt au WIPO et après à l'INPI, ou d'abord à l'INPI, ou est-ce que le WIPO ça suffit?
WIPO, c'est-à-dire l'OMPI, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, hein, c'est pour nos interlocuteurs qui ne connaissent pas aussi bien les sigles que vous. En principe, et notamment pour une petite entreprise, la démarche est déjà de déposer dans son pays d'origine, donc de déposer une demande de brevet en France et ensuite de l'étendre à l'international. Pourquoi ? Parce que quand vous déposez dans votre pays d'origine, vous avez ce qu'on appelle un droit de priorité qui est prévu par une convention internationale de propriété industrielle et qui vous donne 1 an pour étendre à l'étranger. Et stratégiquement, c'est important, ce délai d'1 an, il est important parce que quand vous déposez une demande de brevet, vous devez la déposer avant toute divulgation pour que le brevet soit valable, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que quelqu'un ait eu accès à la technologie. Donc vous devez le déposer relativement tôt. Et dans l'année qui suit le dépôt, il peut y avoir quand même des améliorations qui peuvent être ensuite intégrées, par exemple, dans une demande internationale. Et cette demande internationale, comme elle doit être faite exclusivement dans un délai d'1 an et pas au-delà, hein, je n'ai pas rentré dans le détail des process, mais c'est une règle de base en matière de brevet, ça vous laisse la possibilité, au bout d'1 an, d'ajouter de la matière et de faire une demande internationale qui soit beaucoup plus complète. Et comme vous êtes une petite entreprise, je m'adresse à des startups, vous n'avez pas les moyens de déposer une pléthore de brevets, c'est quand même important de se laisser cette marge-là. Donc, ma réponse, elle est là. Après, il y a des entreprises qui déposent systématiquement au niveau international, c'est des stratégies, c'est très très peu, c'est surtout des grosses entreprises qui font ce choix-là. Et en plus, effectivement, ça vous permet, ça c'était le premier élément, c'est ajouter du contenu technique au bout d'1 an, gagner 1 an, et puis avec ce délai de priorité, vous avez une demande internationale qui va repartir sur 20 ans, ça c'est le premier intérêt du dépôt national. Et le second intérêt, c'est financier aussi, parce que vous n'allez pas, vous gagnez du temps sur les frais, donc qui sont tout à fait gérables au niveau national, mais au niveau international, les frais, ça augmente, et puis en fonction du nombre de pays. Donc vous gagnez du temps de déposer au niveau national, donc si vous gagnez du temps, vous gagnez de l'argent aussi. Voilà la réponse que je peux vous faire. Je vous remercie. Vous avez une question? Non, non. Non, mais je pense qu'elle était globale. Moi j'ai une question. Oui. Tu peux poser une question. Merci. Enfin, j'en ai plusieurs, mais si on prend l'exemple de la carte bancaire, l'agencement des éléments sur la carte bancaire réfère à une norme. Et là, par exemple, j'ai une nouvelle carte bancaire et tous les éléments ont changé de place, sauf la puce. Sauf la taille, la puce, mais les éléments, le numéro de carte, le numéro de péremption, etc., ont changé de place sur la carte. Est-ce que ça amène un changement de la norme? Oui, c'est-à-dire que les normes ne sont pas gravées dans des plaques de marbre. Encore une fois, c'est les acteurs du marché qui les rédigent. Quand je disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas d'inflation normative, c'est parce que l'AFNOR et les AFNOR du monde entier réinterrogent chaque 3 ans les acteurs qui ont été à l'origine d'une norme en leur demandant est-ce qu'elle est toujours d'actualité, et la réponse peut être de 3 ordres. Oui, on la maintient telle que. Oui, elle est d'actualité, mais il y a quelques éléments qui sont à modifier pour être en phase à 100%, donc on la révise. Et non, elle ne sert plus à rien parce que le sujet tel qu'il a été traité il y a 3 ans, tout a évolué. Voilà. Donc en effet, demain, quelque chose change, la norme change. C'est les acteurs du marché qui le demanderont. Et puis, si on est à supposer que demain, on soit innovant et que l'innovation soit de nature à casser ce qui a déjà été écrit dans des normes, c'est tout l'intérêt là d'utiliser la norme pour imposer au marché cette nouvelle vision. Voilà. Ok. Du coup, ça répond à une autre question qui était pourquoi supprimer des normes juste parce qu'elles deviennent caduques. Voilà, effectivement, et qu'on est dans un processus toujours d'innovation, d'évolution des choses. Ok. L'idée, vous nous avez dit tout à l'heure, l'idée c'était aussi de regarder les normes qui existent par rapport à mon domaine d'application, à mon domaine d'innovation. Comment je fais quand je veux consulter les normes? Je vous appelle.
Non. Je De vous toute façon, consulte. le réflexe, rendez-vous sur Sur French Tech List. On Voilà. se voit, on en parle. Ok. S'il y en a deux qu'on connaît par cœur, on vous les donne. Enfin, en tout cas, je parle pour ma chapelle. Si c'est un peu plus complexe, on vous donne le lien d'un site internet qui est une base de données où en tapant des mots-clés, vous allez voir remonter des références de normes et vous pourrez comme ça vous faire votre petit top 5 ou top 20. Et puis après, si vous voulez voir le contenu des normes, parce que ce site ne vous donnera pas accès au contenu, mais à des références et à des titres, ben vous venez à la délégation, à l'assaut, où il y a des postes dédiés, des personnes qui seront là pour vous aider. Ok. Et vous pourrez repartir avec une impression de la norme qui vous intéresse. Ok. J'imagine que pour la PI, il y a des choses à dire aussi. Pour la consultation effectivement des brevets, c'est le même principe. Prendre rendez-vous avec un chargé d'affaires INPI qui pourra effectivement défricher un petit peu le terrain, vous expliquer comment faire des premières recherches dans les bases de données qui sont très très riches. Donc on a un savoir-faire sur cette consultation. Après, dans certains cas, ça peut nécessiter de faire appel à des professionnels pour faire des vraies recherches, des recherches d'antériorité complexes. Et là, on vous orientera vers des experts de la recherche, avec effectivement la possibilité certainement d'un financement aussi de cette recherche par PASPI. J'ai encore. Vous avez des questions maintenant? Parce que j'ai encore une question, là plus par rapport au tout premier élément que tu avais abordé, Sylvie, sur tout ce qui était la protection. Tu disais, c'était le premier bloc. À partir du moment où il y a un contenu qui est créé, il y a la notion de propriété intellectuelle du créateur, de l'auteur, en fait, de ce qui est créé. Et c'est une question assez générique dans des mondes croisés. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, par exemple, plutôt sur les réseaux sociaux, est-ce que, par exemple, je suis une entreprise, je publie une certaine image de ma création, donc de la création de l'entreprise sur Instagram, par exemple, est-ce que cette image, elle m'appartient ou est-ce que je tombe dans le domaine public? Alors, effectivement, si c'est une création qui relève du droit d'auteur, comme il n'y a pas de formalisme de dépôt, il t'appartiendra de prouver ton antériorité en fait en cas de copie, parce que c'est toujours en cas de copie que la question va se poser. Donc tu peux publier. La publication que tu vas faire, est-ce que ça va constituer une date de création? C'est peut-être ça qui est en filigrane de ta question. Pas forcément, parce qu'il faut que ce soit une publication qui soit reconnue par les tribunaux. Donc c'est pour ça que je parlais de la nécessité de dater préalablement, justement, avant de divulguer ta création intellectuelle, de prendre une date certaine. Il y a un certain nombre effectivement de possibilités qui sont reconnues aujourd'hui par les tribunaux. Une publication sur Instagram, je ne pense pas que ce soit reconnu comme une date de création. Mais alors ça, c'est pour tout ce qui est propriété intellectuelle. Par contre, d'écrire un dispositif technique sur Instagram ou n'importe quel réseau social, il peut y avoir un problème de divulgation. Et donc, ça peut faire échec, par contre, là, à la brevetabilité d'une invention. Donc, il faut être extrêmement vigilant. Okay. Hein, ça dépend de la nature de ce que tu vas publier. Il ne faut surtout pas publier, effectivement, quelque chose qui pourrait être breveté par la suite, par exemple. Ok, merci. Et je regarde l'heure. Est-ce qu'il y a encore des questions ici? Alors, qu'est-ce qu'encourt le plagieur de ma création et comment se défendre si ça arrive? Alors, tout dépend de la création, mais de façon générale, on n'en a pas parlé, si ce n'est quand je vous ai présenté l'émission de l'INPI. La propriété intellectuelle, le recours juridique, on va dire, final, c'est l'action en contrefaçon devant les tribunaux. C'est la possibilité donc de demander au tribunal de faire cesser la reproduction. Donc ça, voilà, ça c'est l'action juridique qui permet de faire cesser toute copie. Donc une action en justice. Alors, avant d'en arriver là,
quand on est copié, il y a différents moyens d'essayer de faire cesser le plagiat en effectivement déjà en montrant ses armes. Et ces armes, ce sont les titres de propriété industrielle. Bien souvent, déjà, l'entreprise ou par l'intermédiaire de son avocat ou de son conseil peut demander effectivement à un compétiteur de cesser de plagier sa création. Dans la majorité des cas, c'est par le biais de la négociation qu'on arrivera à faire cesser ce plagiat. Et le recours final, c'est l'action de contrefaçon. Ok. D'ailleurs, quel tribunal sollicite? C'est le tribunal. Alors, le tribunal sollicité, c'est le tribunal d'instance maintenant, et ensuite cour d'appel. Ok. D'ailleurs, il y a un film sur Netflix qui traite du sujet, $1 billion code, justement sur. Je sais pas du je vous invite à le lire. Vous pourrez commenter. Donc on mettra le lien dans la présentation. Ouais. Mais c'est justement en fait sur les créateurs de TerraVision Oui. qui se sont fait piquer le code par Google Earth en fait. Et il y a eu le cours juridique, etc. Mais ils n'ont pas. Enfin, je n'ose pas le faire là-dessus. Alors j'ai une ultime question. Voilà. Après. Mais on y a répondu en partie, je crois, ou même totalement. Donc si la norme oriente les usages sur un marché, l'idée c'est qu'on arrive aussi à se positionner pour influencer ce marché en notre sens. Eh oui. C'est assez colossal, non, comme boulot? C'est colossal. Non, ça nécessite de la tactique. Ouais. Parce que une formule que je cite souvent, et aujourd'hui je ne l'ai pas dit, c'est qu'on n'est pas dans le monde des bisounours. On est vraiment dans l'activité économique. Donc la norme oriente les usages, c'est-à-dire qu'il y a des enjeux business derrière tout ça. Donc là, ce qu'on a démontré, c'est à quoi ça peut servir. Mais après, il faut être en capacité de l'utiliser. Et il ne faut pas y aller la fleur au fusil, youpla boum. C'est tout l'intérêt d'être accompagné par un sachant. Fanny Malice, encore une fois, boîte de 3 personnes, elle n'aurait jamais imaginé, certainement pas utiliser les bons leviers. Le parallèle que l'on fait souvent, et je pense que ça vaut pour les deux, quand on se pose des questions d'ordre juridique, si on n'a pas fait de parcours universitaire de droit, on peut certes aller acheter le code civil, le code pénal, avoir accès à la base de données où on va avoir tous les textes, toutes les jurisprudences. Est-ce que pour autant on saura comment utiliser ces outils de la meilleure des façons? Non, et c'est pour ça qu'on va généralement vers un juriste ou en fait vers un avocat. Le parallèle, il est simple. On vous donne accès via les bases à tout ce que vous voulez. Vous pourrez trouver toutes les références de normes, tous les brevets. Tactiquement, une recommandation d'un sachant pour, dans votre cas, qu'est-ce qui serait le plus bénéfique à court terme, moyen terme, c'est l'INPI ou l'AFNOR qui peuvent peut-être vous apporter cette... Donc un accompagnement stratégique. Un accompagnement stratégique. On est vraiment dans des éléments, l'API et l'organisation, on ne cesse de dire, ça se réfléchit au niveau stratégique et en amont. Pas une fois qu'on est face au problème, qu'on dit, dommage, j'aurais dû penser normes et pays. Donc très en amont. Donc voilà. Rendez-vous sur French Tech Central. Voilà. Donc que le serveur de French Tech Central soit bien verrouillé, parce que là, a priori, ça va y aller. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup. Merci à vous pour votre Merci à invitation vous. et pour votre écoute. Merci. Merci. Au revoir à tout le monde sur Zoom. Au revoir.